Le peuple chinois ne veut pas céder après la répression qui a fait des milliers de morts. Pékin continue de résister à l'armée. Des centaines de milliers d'Iraniens ont rendu un dernier hommage à Khomeini. La vraie succession de l'ayatollah s'annonce difficile. Édition spéciale d'actualité jusqu'à 21 h sur la Chine et sur l'Iran. De nombreux invités autour de Christine O'Krent pour comprendre ces événements. Solidarité triomphe, les premiers résultats des élections polonaises donnent une large victoire aux amis de Lech Walesa. Sensation à Roland-Garros, le numéro 1 mondial Ivan Lendl sorti par ce jeune américain de 17 ans, Michael Chang. Bonsoir. En Chine, le spectre de la guerre civile se dessine désormais. Dimanche, la répression a fait, vous le savez, des milliers de morts, on parle de 3000 maintenant. Mais cette répression de l'armée n'a pas fait taire la révolte des étudiants et de toute la population. Plusieurs faits font craindre aujourd'hui qu'une véritable guerre civile ne se déclenche. Ce lundi, par exemple, à Pékin, on a vu des soldats se battre entre eux, ceux qui répriment et ceux qui ne veulent pas continuer le massacre. Et il y a eu, on le sait, d'autres manifestations, d'autres révoltes dans toutes les grandes villes du pays. Et tout au long de cette journée, la population de la capitale chinoise a poursuivi sa résistance. Martine Laroche-Joubert. L'homme est seul, en chemisette blanche, les mains nues face à 6 blindés. Par la seule force de sa témérité, il réussit à les stopper. Plus loin, un autre homme attend. À eux deux, ils symbolisent toute la résistance du peuple de Pékin face au massacre organisé par le 27e corps d'armée qui a ouvert le feu dans la nuit de samedi, des morts et des blessés par milliers. Il devient de plus en plus difficile de filmer à Pékin, les journalistes sont pourchassés. Mais des documents d'amateurs comme celui-ci prouvent bien la détermination des Pékinois. Ils attaquent les camions de l'armée et ne se retirent que sous les coups de feu. Ville sous haute surveillance, l'armée se déploie aujourd'hui encore dans Pékin et tire, tandis que les ambassades demandent à leurs ressortissants étrangers d'observer la plus grande prudence. Mais à la prudence, les Chinois préfèrent le défi et choisissent la colère. Ils viennent d'attaquer dans le centre-ville un convoi de plus de 80 camions qui rejoignait la place Tiananmen, quadrillée par les blindés. Ici, les soldats n'ont pas tiré et ont fui, abandonnant leurs véhicules, signe du désarroi d'une partie de l'armée. Par ailleurs, sur ce carrefour stratégique, près de la place Tiananmen, des centaines de soldats prennent position dans les camions des manifestants arrêtés. Violence de la répression, mais solidarité des grandes villes chinoises. À Shanghai, les étudiants appellent à la grève générale. Bloquent les rues, érigent des barricades. D'armes aux Chinois et d'autres sanctions économiques pourraient suivre. Jacques Abouchard, tout de suite à Washington. Les ventes d'armes américaines à la Chine sont suspendues. George Bush donne un coup d'arrêt à toute coopération militaire entre les deux pays. C'est donc la riposte du président des États-Unis qui a publiquement condamné l'usage de la force et l'effusion de sang à Pékin. George Bush avait appelé les dirigeants chinois au dialogue en recevant récemment M. Wang Li, président de l'Assemblée nationale chinoise. Il exclut de couper les ponts avec Pékin, où il s'était rendu quelques semaines après son installation à la Maison-Blanche. Dans un premier temps, il n'y aura donc pas de sanctions commerciales américaines contre la Chine. À Washington, des milliers de manifestants se sont rassemblés pendant 48 heures devant l'ambassade de Chine pour protester contre la répression. Il s'agissait en majorité d'étudiants inscrits dans les universités américaines. George Bush a d'ailleurs décidé qu'il pourrait obtenir une prolongation de leur séjour aux États-Unis s'il le souhaite. Pression continue sur Pékin, mais pas de rupture. C'est la ligne de la Maison-Blanche. Il ne s'agit pas d'acculer les dirigeants chinois, de les pousser à se recroqueviller dans leur coquille, mais plutôt de leur faire comprendre fermement que la seule issue à la crise actuelle est un retour à la modération, à l'esprit de réforme et surtout au dialogue. L'Europe aussi réagit. Le président de la Commission européenne, Jacques Delors, a annulé une rencontre prévue avec un ministre chinois. Au sein de la communauté, on commence aussi à réagir et à parler de sanctions. Réaction du côté des marchés financiers aussi. La bourse de Hong Kong, par exemple, a perdu 22% en une seule séance. C'est sa baisse la plus importante depuis le krach d'octobre 87. Et puis enfin, le ministère français des Affaires étrangères recommande d'annuler maintenant tous les voyages en Chine. Et les tours opérateurs ont tout de suite suivi cette recommandation en annulant effectivement tous les voyages touristiques qui étaient prévus en Chine ces jours-ci.
Nous allons revenir dans un instant sur ce qui se passe en Chine dans notre édition spéciale, mais nous y parlerons aussi de l'Iran. Car la mort de l'ayatollah Khomeini, le maître de l'Iran depuis 10 ans, pourrait bien déclencher un séisme de grande envergure dans cette région du monde aussi. Aujourd'hui à Téhéran, les Iraniens rendaient un dernier hommage à leur chef religieux qui s'est éteint samedi soir à 87 ans. Des centaines de milliers d'Iraniens se sont bousculés, il y a même eu des morts et des blessés. Patricia Coste. C'est l'immense douleur d'un peuple qu'expriment aujourd'hui les Iraniens. Ceux qu'on appelle les déshérités semblent avoir perdu jusqu'à l'espoir avec la mort de l'ayatollah Khomeini. Depuis hier soir, venus du pays entier, ils convergent par centaines de milliers vers la mosquée Mosalla pour approcher et voir une dernière fois l'imam, guide suprême de la révolution. Rappelant le pèlerinage à la Mecque, la foule s'est rituellement mise à tourner autour du catafalque dressé au centre de la mosquée. Difficilement acheminé à 6 heures ce matin, le corps de l'ayatollah dans un cercueil de verre est ainsi offert à la vénération des fidèles. Les bousculades et l'hystérie, aggravées par la fatigue et la chaleur, ont déjà provoqué la mort de plusieurs personnes, 500 autres ayant été blessées. Venus pour dire adieu à celui qu'ils appellent leur père, ils resteront ici la nuit entière, rejoints par d'autres, pour vivre les funérailles qui auront lieu demain. Si le successeur de l'imam est à présent désigné, il lui reste encore à s'attirer, mais à canaliser aussi la passion de ces orphelins fanatiques. Et alors que l'Iran prépare les funérailles de l'ayatollah Khomeini, son successeur a été désigné dès hier, au brillet de l'air vous le disiez, il s'agit du président Ali Khamenei. Un homme qui se retrouve maintenant au centre d'une situation politique très très confuse. La succession de Khomeini est vraiment compliquée. Michel Monponté. Il aura fallu plus de 8 heures de délibération à cette assemblée des experts pour se rendre compte d'une évidence. L'ayatollah Khomeini ne peut pas être remplacé. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi Ali Khamenei, l'actuel président de la République. Un homme sans envergure, une élection qui illustre parfaitement le vide spirituel et politique laissé par l'imam. Dans la hiérarchie religieuse, Ali Khamenei n'occupe qu'une position mineure. Il n'a même pas le titre d'ayatollah. Une élection qui a toutes les apparences d'une solution provisoire dans un moment de crise. Et le régime va actuellement garder une façade d'un régime. Ils ont nommé comme successeur de l'ayatollah. Je vous assure que dans quelques jours, il donnera sa place à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on ne donne pas place à quelqu'un d'autre, il s'en va. C'est en effet ce qui pourrait bien se passer, et ce pour 2 raisons. Depuis son élection à la présidence de la République il y a 8 ans, Ali Khamenei s'est surtout montré discret, à l'extrême. Il n'a jamais cherché à prendre l'ombre d'une décision politique, il serait bien étonnant qu'il le fasse aujourd'hui. La deuxième raison, c'est la présence derrière Ali Khamenei d'un homme qui lui dicterait en fait tous ses actes, Hachemi Rafsanjani. Il a lui 3 atouts dans les mains, l'armée, les très puissants gardiens de la révolution et la radio, la télévision iranienne que dirige son frère. Il sera de plus le seul candidat à l'élection présidentielle du 18 août prochain, il sera donc vraisemblablement élu. Autant dire que l'on pourrait bien assister en Iran, dans les mois qui viennent, à un glissement de la nature du régime. Le pouvoir spirituel s'effaçant peu à peu au profit de ce pouvoir politique, celui de Rafsanjani. Le pouvoir absolu, incarné par Khomeini, semble bel et bien avoir vécu. Et en raison de ces événements en Iran et en Chine, 2 événements de portée considérable, vous l'avez compris, Antenne 2 a modifié ses programmes ce soir. C'est à 21 h que débutera l'émission de Jean-Marie Cavada, Interdit d'innocence, une émission consacrée aux droits de l'enfant. Je vous le disais en titre, aussitôt après ce journal, et jusqu'à 21 h donc, la rédaction d'Antenne 2 vous propose une édition spéciale. Christine Ockrent, vous allez tenter de voir avec vos invités, de comprendre un peu la portée de tous ces événements. Oui, Hervé, parce qu'il faut bien dire que ce sont 2 événements qui n'ont rien en commun, sauf les coïncidences du calendrier, et aussi la force de l'image, de cette image qui nous provient presque immédiatement de Pékin,
comme de Téhéran. Reste encore à expliquer et à essayer de comprendre. C'est ce que nous allons essayer de faire tout à l'heure avec des experts, des commentateurs. Nous serons aussi en duplex de Washington, de Hong Kong. Seule déception, Moscou, où nous n'avons trouvé aucun interlocuteur. Il semble qu'à Moscou, les soviétiques n'aient pas envie ce soir de commenter ce qui se passe en Chine et non plus à Téhéran. Merci Christine, à tout de suite avec vos invités. Mais l'actualité est très riche ce soir car il y a encore, par exemple, les élections en Pologne. C'était les premières élections libres organisées depuis longtemps dans ce pays. Solidarité présentait des candidats, vous le savez, et pour eux, c'est un véritable triomphe, tout au moins d'après les premiers résultats. Les résultats définitifs mettront plusieurs jours à être connus. Jacques Merlino, tout de suite à Varsovie. Les premiers résultats collectés à Varsovie aujourd'hui ont laissé la foule sans voix. Devant les bureaux de Solidarność, on fait les comptes et l'on n'en revient pas. Sauf surprise, venant de quelques régions reculées, il semble bien en effet que la victoire de Solidarność soit totale. Sur les 100 sièges du Sénat, le syndicat de Lech Walesa emporterait 98 mandats et plus de 150 sur les 161 sièges réservés aux indépendants à la Chambre des députés. Je pense que le gouvernement, la partie ne connaît pas les vrais sentiments de nation, du peuple, les vraies opinions. Ils se sont séparés et voilà le résultat maintenant. Est-ce que ce matin, à Solidarność, on est très heureux ou est-ce qu'on n'est pas un petit peu inquiet de l'ampleur de la victoire? Heureux avec un peu d'inquiétude parce que c'est trop, vous savez. Il faut maintenant consommer tout ça et ça peut être un peu dangereux, vous savez. Ça fait une situation politique tout à fait différente maintenant. Il n'y a pas de réaction de joie de la foule, comment ça se fait? Bon, on est un peu fatigué quand même. C'est pas la joie de, je sais pas, de sauter, de crier. Bah, les gens sont joyeux. Puis vous voyez combien du monde il y a ici. Ça c'est un bon témoignage. C'est un nouveau jour pour la Pologne? On verra bien. On verra bien. Est-ce que maintenant, vous souhaitez que le gouvernement s'en aille? Pour l'instant, nous ne sommes pas capables de créer notre propre gouvernement. Quant au Parti communiste, il se tait. Le comité central siège à huis clos et la conférence de presse que devait tenir le porte-parole du gouvernement a été annulée. Avec nous aux côtés de Jacques Merlino à Varsovie, Bronislaw Geremek en duplex et en direct de Varsovie. Monsieur Geremek, je vous le rappelle, est l'un des leaders de Solidarité et l'un des conseillers les plus proches de Lech Walesa. Monsieur Geremek, bonsoir. Alors est-ce que les premiers résultats qu'on a eus de Varsovie et de toute la Pologne, qui sont des résultats provisoires, je le rappelle, qui donnent une large victoire aux candidats de Solidarité, est-ce que ça ne dépasse pas vos prévisions les plus optimistes? D'une certaine façon, oui, ça dépasse nos prévisions. Nous avons pensé que la participation dans les élections sera plus grande qu'elle ne l'était en réalité et nous n'avons pas pensé d'obtenir autant de sièges au Sénat et à la Diète. Mais maintenant, il faut encore attendre les résultats définitifs. Nous savons à peu près maintenant que Solidarité a obtenu le soutien de la société polonaise totale. Alors, Monsieur Geremek, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, les principales personnalités du Parti communiste se sont battues. Est-ce que vous pensez que le gouvernement polonais actuel peut rester en place ou est-ce que vous souhaitez sa démission? J'ai l'impression que vous me posez une question qui reste en dehors des réalités politiques polonaises. Nous ne vivons pas dans un régime parlementaire et démocratique. Nous vivons dans un régime dans lequel le Parlement avait toujours un rôle plutôt secondaire. Nous avons obtenu à la table ronde un contrat politique. C'est un contrat politique qui donnait la majorité au Parti communiste qui détient le pouvoir depuis 45 ans. Et nous allons tenir notre parole. Le contrat est là. 65% de sièges au Parlement sera dans les mains du Parti communiste. Il se trouve que sur la liste nationale, qui fait partie de ces 65%, il y a des leaders actuels du parti. Et par une erreur monumentale, je dirais, la loi électorale à cette liste qui devrait être une liste privilégiée ne donnait pas le droit au second tour, comme tous les autres candidats
dont tous les autres candidats disposent. Et de ce fait-là, au premier tour, la liste nationale risque de ne pas passer. Et ensuite, on peut dire que le pouvoir que les généraux et les ministres détiennent ne vient pas du Parlement, il n'était pas investi par le Parlement, mais tout d'abord par les comités centrales de leur parti. Je pense qu'on trouvera une solution politique. Monsieur Guérémec, pendant le même temps, en Chine, il y a, c'est vrai, des événements très graves. On en a parlé au début du journal. Alors je sais que vous avez peut-être d'autres préoccupations, mais que vous inspirent tout de même ces événements en Chine en ce moment? En face de cette tragédie qui a lieu en Chine, tout d'abord, il y a le sentiment de révolte et le sentiment de solidarité à l'égard de ceux qui luttent pour la liberté. Et j'ai l'impression que les Polonais, plus encore que tous les autres, sont solidaires avec ceux qui tombent maintenant victimes de l'introduction de la loi martiale. Un tel durcissement est possible à Varsovie? Vous craignez un durcissement de la situation? On peut dire que d'une certaine façon, dans notre système, dans le système communiste, les durcissements sont contagieux. Mais j'espère qu'aussi bien en Chine on trouvera une solution politique qu'en Pologne on essaiera de continuer la table ronde qui était un événement politique de toute première importance. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces commentaires sur les élections en Pologne. Voyons maintenant d'autres informations en France et à l'étranger avec un résumé des principaux faits de ce lundi, à commencer par cette terrible tragédie en Union soviétique, cette catastrophe ferroviaire. Éric Perrin. 190 morts, 272 disparus, c'est le premier bilan détaillé de la catastrophe ferroviaire provoquée par l'explosion d'un gazoduc en URSS. Mikhaïl Gorbatchev, qui a décrété une journée de deuil national, a dénoncé l'incompétence et l'irresponsabilité. Une très forte odeur de gaz était en effet perceptible avant le drame, mais rien n'a été entrepris pour localiser la fuite. Au moins 250 morts et plus de 150 000 sans-abri au Sri Lanka. Des pluies torrentielles ont provoqué inondations et glissements de terrain. Les opérations de secours se poursuivent. François Mitterrand, en visite officielle de 2 jours en Tunisie, accueilli par son homologue, le président Ben Ali, le chef de l'État français a reçu un accueil chaleureux des Tunisiens, à l'image des relations entre les deux pays. Les entretiens ont porté sur la situation au Proche-Orient. On se dirige par ailleurs vers un accord au terme duquel Antenne 2 sera diffusée sur le territoire tunisien. En politique française, sachez simplement que c'est demain à 16 h que sera discutée la motion de censure déposée par l'opposition, l'UDF et le RPR, contre la politique d'immigration du gouvernement. Nouveau coup de tonnerre à Roland-Garros. Hier, Agassi et Sabatini avaient été sortis du tournoi. Et bien aujourd'hui, c'est le favori des favoris qui a été éliminé. Ivan Lendl, lui-même superstar, a dû céder devant les coups d'un garçon de 17 ans, Michael Chang, un Américain, après un match dramatique en 5-7. Jean Mamère. D'habitude, quand on gagne, on exulte de joie. Michael Chang, lui, il pleure. D'habitude, quand on gagne, on lève les bras. Michael Chang, lui, s'écroule sur le court. D'habitude, quand on reçoit une balle de match, on se met au fond. Mais coup de poker, Chang, lui, se met au milieu du court et provoque chez Lendl la double faute qui lui donne le match. Pourtant, ce petit Américain a joué le dernier set à l'énergie, épuisé, au point de ne presque plus pouvoir marcher et encore moins courir. À tel point qu'au dernier changement de côté, il préfère rester debout de peur de ne plus pouvoir se relever. Pour provoquer Lendl, il n'hésite pas à servir à la cuillère. Et encore plus incroyable, à faire douter le numéro 1 mondial. Il se demande alors s'il n'est pas tombé sur la tête. Fou Lendl, sans doute, mais stupide surtout. Face à un joueur à bout de force et proche de l'abandon, il ne trouve rien de mieux que de jouer sur le coup favori de son adversaire, le revers. Pour Michael Chang, au milieu de cette tourmente, la solution cet après-midi était ailleurs. Et j'espérais bien que Dieu, que Jésus-Christ soit avec moi et me ferait sortir de ce match. Le calvaire s'est terminé après 4h40 de jeu, avec un Ivan Lendl fou de rage, un central debout pour acclamer sa nouvelle coqueluche, Michael Chang. Étonnant, non. Donc, parce que je dois vous donner encore quelques résultats de Roland-Garros. Je ne vais pas tous vous les donner, mais sachez tout de même que le soviétique Chesnokov vient de se qualifier pour les quarts de finale. Il a battu l'américain Jim Courier, celui-là même qui avait éliminé hier
André Agassi. Donc c'est Chesnokov qui disputera les quarts de finale. Et puis auparavant, Ronald Lajnor, l'haïtien, avait battu l'Espagnol Bruguera pour lui aussi une place en quart de finale. En cyclisme, Charly Mottet a remporté le Dauphiné libéré à l'issue de la 8e étape, 8e et dernière étape, qui avait été gagnée par le Belge De Klerk. Laurent Fignon, lui, garde toujours le maillot rose du Tour d'Italie, mais il faut dire qu'aujourd'hui, l'étape avait été annulée. Alors demain, il y a un tiercé, c'est à Chantilly. Je vous propose tout de suite de voir les pronostics de Pierrette Bresse pour ce tiercé de Chantilly. L'As, le 9, le 16, le 6, le 5, le 8, le 7 et le 3. Voilà, je vous ai laissé le temps de noter. Maintenant, un autre temps d'une pause, le temps d'une pause publicitaire, et puis un coup d'œil sur la météo avec Sophie Davant. Et puis nous revenons tout de suite à l'actualité importante du jour, la Chine et l'Iran, pour notre édition spéciale sur les événements de ces deux pays avec Christine Ockrent.